25 jusqu'à 3 watts par mètre degré. Je vais ajouter, je ne sais pas si je vais les donner tous, liquide métallique, c'est pas la peine, je vais écrire les métaux purs. Métaux purs, donc ce n'est pas des alliages. Dans le cas des métaux purs, eh bien, vous aurez une plage de 8,5 jusqu'à 85. Et encore, ce n'est pas tous les métaux. Hein, parce qu'il y a des métaux qui ont beaucoup plus que ça. Mètre degré. Par exemple, si je prends le cuivre tout seul, c'est un bon conducteur. Le cuivre, lui, il a une conductivité thermique de 389, presque 400 watts par mètre degré. L'aluminium 200, la laine de verre qui est isolant, 0,04. Si je considère le béton, il a une conductivité d'environ 0,9 vers 0,92 watts par mètre degré. L'acier inox, il a une conductivité de 16 watts par mètre degré. Voilà donc quelques exemples. Là, le reste, vous pouvez les trouver dans les livres ou bien dans des sites internet, sans problème. Bon, maintenant ce que je vais faire, l'équation générale de la conduction. Je ne sais pas, c'est assez un petit peu compliqué si je travaille avec des bilans microscopiques tridimensionnels, mais je pense que je ne vais pas le faire. Je vais le faire avec un bilan simple dans le cas unidirectionnel. Et donc, c'est le paragraphe 243, la suite, et que je vais appeler équation générale de la conduction. Équation générale de la conduction. Certains appellent l'équation de la chaleur. C'est une équation d'échange. Une des équations d'échange des trois phénomènes de transport. Donc là, pour établir cette équation d'échange, bien sûr, on va se placer de préférence dans un milieu solide. Parce que pour les fluides, c'est assez compliqué, il n'y a pas que la conduction. Donc nous voulons travailler avec un problème de conduction pure. Pourquoi on a besoin de cette équation d'échange? Parce que tout simplement, pour résoudre un problème de transfert de chaleur, nous l'avons vu dans l'exercice 1, dans un cas simple, ce n'est pas tout le temps, on ne va pas avoir des cas tout le temps simples, c'est-à-dire des cas avec un flux de chaleur constant, c'est-à-dire avec un régime stationnaire, où il n'y a pas de source interne, où il y a une seule direction, etc. On ne va pas avoir tout le temps ce genre de conditions. Donc si on n'a pas ce genre de conditions, quelle est la solution? C'est toujours les équations d'échange. Que ce soit un problème de transfert de matière, on peut avoir des problèmes qui peuvent être résolus uniquement par la loi de Fick, comme ici la loi de Fourier. Mais beaucoup de cas où ça ne suffit pas. La même chose pour la mécanique des fluides. On va régler le problème avec une loi de Newton ou bien la loi qui vous donne les contraintes en fonction du cisaille. Bon. Donc, lorsque le flux n'est pas constant, lorsque le flux de chaleur n'est pas constant, ça veut dire lorsqu'on n'a pas une des 4-5 conditions que nous avons citées tout à l'heure, par exemple un régime qui n'est pas stationnaire, ou bien une source de chaleur qui n'est pas nulle. Ça fait une source de chaleur. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La loi de Fourier ne suffit pas. Donc, la loi de Fourier ne suffit pas pour résoudre le problème.
on doit établir l'équation d'échange. Donc on doit établir l'équation d'échange à partir d'un bilan d'énergie. On va dire un bilan de chaleur d'échange à partir d'un bilan de chaleur. Pour simplifier, on travaille uniquement en conduction. Pour simplifier, on va considérer un milieu solide donc on va dire un mur plan par exemple. Pourquoi mur plan? Parce que je vais choisir une seule direction X. Un mur plan avec une source de chaleur interne. Donc on va avoir une source de chaleur interne de densité volumique de flux qu'on va noter Q. Donc densité volumique de flux, ça veut dire qu'elle a comme dimension des watts par mètre cube. Ça veut dire que dans chaque mètre cube, la source elle fournit une chaleur Q. Si vous avez 2 mètres cubes, vous aurez 2 fois Q. Si vous avez un demi-mètre cube, c'est 1 demi fois Q fois. Si vous avez 1 millimètre cube, c'est Q point fois 10 puissance moins 6. Moins 9, pardon. Donc, la conductivité thermique, là, je ne vais pas noter tout ça, le S, etc. Donc, je dois dire qu'on va considérer, donc à partir d'un bilan. Alors, pour faire ce bilan, eh bien, pardon, on va faire un bilan microscopique. J'ai oublié de vous le dire, ce n'est pas un bilan global, comme on fait en thermodynamique souvent. On va faire, pour faire ce bilan, on considère donc à l'intérieur du jeu, comme on l'a fait la dernière fois, on considère un volume, parce qu'un système dans lequel on fait un bilan, c'est toujours généralement un volume. Un volume élémentaire de section S, c'est la section du mur. Et situé, donc ce volume élémentaire situé entre la position X et X plus dx. X plus dx. En supposant une température variant suivant X, c'est-à-dire c'est une température T de X. Donc si la température varie dans la direction X, ça veut dire à la position X, je vais avoir une température T de X. À la température X plus dx, je vais avoir une température T de X plus dx différente. Donc si les deux températures sont différentes, ça veut dire qu'on va avoir un écoulement de chaleur ou bien un flux de chaleur entre les deux plans. Donc en supposant une température variant suivant X, c'est-à-dire on a un profil de température T de X, on a un flux de chaleur qui circule entre les deux positions, c'est-à-dire X plus dx. Donc on va faire ce bilan.
thermodynamique. Donc, appliquons le principe de conservation d'énergie. Appliquons donc à ce volume, appliquant à ce volume le principe de conservation de l'énergie. Bien sûr, on va faire le dessin de conservation de l'énergie. Donc, puisque nous avons un élément solide, qu'est-ce qu'il dit le principe? Donc, là, au lieu d'avoir l'énergie totale, comme on a dans un système ouvert, quand on a un système solide fermé, pas de matière qui rentre, il n'y a rien, donc vous aurez variation d'énergie interne, bien flux de variation d'énergie interne est égal au flux de chaleur neutre aussi par le système. Donc le travail des forces extérieures n'existe pas, puisque nous avons un solide en équilibre, puisqu'on a un solide. Donc voilà ce qui va rester. Le dU sur dt, comme on a un solide, avant d'avoir cela, je vais faire le dessin de notre mur, de notre plan, et expliquer. Donc voilà votre mur. Donc 0 jusqu'à L, par exemple. Nous, on considère une position X, c'est-à-dire un plan. Donc là, je dis forcément, ça va être ceci. Là, on est sur le plan X. On a déjà fait ce schéma pour déterminer la valeur Fourier. Donc, sur le premier plan, la surface S, elle est sur le côté. Donc la surface S, voilà la surface S. Donc, ici, j'ai une température T de X. Et là, j'ai une température T de X plus dx. Donc vous allez avoir un écoulement de chaleur, un flux de chaleur dans cette direction. Bon, qu'est-ce qu'il dit le... Donc, variation d'énergie interne pour... On va appliquer un autre bilan. Notre volume, notre volume élémentaire, c'est dV. Pourquoi dV? Parce qu'il y a dx, parce que l'épaisseur étant très petite, le volume aussi va être très petit. Donc voilà notre élément dV. On va appliquer à ce bilan la variation d'énergie interne. La variation d'énergie interne dans notre volume, ça va être tout simplement 1 CV dt sur dt, qui va être égal aussi à 1 CV dt sur dt. Pourquoi? Parce que CV et CV sont les mêmes lorsque vous avez un solide. CV égale CV pour un solide. C'est-à-dire que les forces de pression n'ont pas d'effet sur un solide. Il n'y a pas de compression. Donc, le M, c'est quoi? 0 dV. Puisque la masse de notre système, notre volume, dP, dt sur dt, qui va être égal à O, S, dx, cp, dt sur dt. On va laisser ça au chaud. Maintenant, on va passer au dq sur dt. Donc rappelez-vous, le dq sur dt, en thermodynamique, on dit souvent le flux de chaleur reçu par le système. Le flux de chaleur, il peut être reçu, il peut être perdu par le système. Donc on peut avoir les deux en même temps, c'est-à-dire, dans notre volume, vous avez une surface par laquelle on reçoit un flux, et une autre surface par laquelle on va perdre du flux. Et donc, comme ce qui est positif, comme ce qui est reçu, compté positivement, et ce qui est perdu, compté négativement, eh bien ça va être tout simplement le flux de chaleur reçu par le système, moi je vais appeler ça le flux de chaleur net reçu par le système, est égal au flux entrant dans le système, moins le flux sortant du système, auquel il faut ajouter le flux des sources internes, s'il y a une source. Et là, nous avons considéré une source interne, donc on va rajouter ceci. Donc le dq sur dt, qui est le flux de chaleur net
c'est-à-dire notre volume dV, et comme il reçoit de la chaleur par conduction, plus la source. Donc ça va être égal à flux entrant moins flux sortant plus le flux de la source, ou bien le flux du ressource interne. Donc ça va être flux entrant moins flux sortant plus le flux de la source. Le flux de chaleur, il rentre par conduction, il sort par conduction, parce qu'on est à l'intérieur du solide. Il n'y a pas de transfert de chaleur hors que la conduction à l'intérieur d'un matériau solide, comme ceci. Donc, le flux entrant, ça va être quoi? C'est en utilisant la densité de flux. Donc, je vais écrire Q fois S. Pourquoi Q fois S? Parce que Q dans la direction X, S perpendiculaire, donc on multiplie directement. On n'a pas besoin de faire le produit scalaire parce qu'on sait que l'angle entre la normale à la surface et le flux, sans l'angle est égal à 0, donc le cosinus ça fait 1. Et donc ce sera Q fois S. Mais attention, Q de X, parce qu'on est à l'entrée. L'entrée c'est X, la sortie c'est X plus dx. Donc on va dire, je vais tracer avec du bleu, phi E, phi S, et là vous aurez flux de la source à l'intérieur, qui choque de l'intérieur. Donc ça va Qx fois S. Si on avait utilisé les trois directions, c'est-à-dire si on a considéré un problème tridimensionnel, eh bien, quand on cherche le flux entrant, eh bien, on va chercher les flux entrants dans les trois directions. Flux entrant dans la direction X, plus le flux entrant dans la direction Y, plus le flux entrant dans la direction Z. Et on fait la même chose pour le flux sortant. Donc, ça n'aurait pas compliqué énormément de problèmes. Mais là, c'est pour gagner du temps et c'est plus simple. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais eu? Le flux entrant dans la direction X, je mets QX. Le flux entrant dans la direction Y, je mets QY, parce que c'est la direction. Donc, ce X qui se trouve ici en indice, c'est la direction, et le X qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, c'est la position, l'abscisse. Donc, je vais enlever X parce qu'on est sur la direction, fois S, c'est tout. Le flux sortant va être égal à Q, mais pris à la position X plus dx. Donc, sachez que quand on parle de température, flux, densité du flux, ce n'est pas tout le temps constant. Souvent, c'est variable. Donc, on a des cas particuliers où densité du flux est constante ou bien le flux est constant. Mais, dans le cas général, ça dépend de X. Comme ici. Maintenant, le flux de la source. Ah, pardon, j'ai oublié le S. Le flux de la source, lui, puisqu'on connaît la densité volumique, ça c'est le flux qui est produit par la source dans un volume unité. Donc en multipliant par le volume, dV, on a le flux complet, watts par mètre cube, ça donne des watts en multipliant par dV. Et dV, bien entendu, c'est S dx. Maintenant, on revient au bilan. C'est-à-dire flux entrant, flux sortant, flux de la source. Ça va donner quoi? Ça va donner Qx moins Qx plus dx plus Q point S dx. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une petite relation mathématique que nous avons donc définie à travers le développement de Taylor dans les cours précédents, dans lequel vous approximez toujours, par exemple, f de x plus dx moins f de x par f' de x dx. Et f' c'est quoi? F' c'est tout simplement df sur dx fois dx. Lorsque vous avez une seule variable, c'est comme ceci, ça vous donne df. Mais si vous avez plusieurs variables, eh bien, le f' devient une dérivée partielle. Donc vous aurez df sur dx partielle fois dx. Donc nous, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Au lieu d'avoir f de x plus dx, on a l'inverse. Donc on a un signe
ça nous fait moins dq sur dx. Bon, je vais l'écrire partiellement. Pourquoi je l'écris partiellement? Tout simplement parce qu'on n'a pas de variable x, y, mais on a des variables de temps. Ne l'oublions pas, je n'ai pas dit que nous avons un régime stationnnaire. Donc on a la variable. Donc ça va faire moins dq sur dx fois dx. On va toujours ajouter, bon, j'ai oublié le s ici, celui-là. Donc ça va faire moins dq sur dx, ça c'est la parenthèse, à laquelle il faut ajouter le s, plus q point s dx. On a terminé, on revient maintenant à ceci. Donc on revient à notre bilan. C'est-à-dire dB sur dt, donc rho S dx Cp dt sur dt égale dq sur dt, je vais l'effacer, et dq sur dt égale moins dq sur dx dx S plus Q point S dx. Là, on va simplifier ce qui doit être, c'est-à-dire le S et le dx, c'est-à-dire le volume. S dx, S dx et S dx. Il va nous rester rho Cp dt sur dt égale moins dq sur dx plus q. Bon, d'abord on va parler du dt sur dt. Le dt sur dt, rappelez-vous, on a également défini dans le cours précédent, le chapitre précédent, la dérivée particulière par rapport à cette dérivée qui est égale à donc d sur dt plus la vitesse fois gradient de t. Il n'y a pas de vitesse. Dans un milieu solide, vitesse égale 0. Donc on va avoir rho Cp dérivé partiel dt sur dt. dq sur dx. Donc dq sur dx, ça va être égal à quoi? À moins, d sur dx de moins lambda dt sur dx. C'est-à-dire, ici, le Q c'est quoi? C'est la densité de flux de chaleur qui se déplace dans le mur par conduction. Et donc elle obéit à la loi de Fourier. Comme on a une seule direction, donc c'est moins lambda dt sur dx. Comme il y a déjà un signe moins ici, avec le signe moins ça va disparaître. Donc on va avoir rho Cp dt sur dt égale d sur dx de lambda dt sur dx plus q. Donc le moins rien. Donc, si on suppose que lambda est constant, donc vous allez avoir lambda, la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde, d de t sur dx2 plus q. Voilà donc l'équation différentielle ou différentielle que vous avez à résoudre dans un problème instationnaire, unidirectionnel de conduction. Donc un problème de conduction pure. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, que ici, si on avait trois directions, on aurait eu, donc dans le cas tridimensionnel, voilà ce que vous aurez. Vous aurez rho Cp dt sur dt égale, là vous aurez eu moins, entre parenthèses, dqx sur dx, moins dqy sur dy, moins, ça va être plus parce qu'on a mis le moins à l'extérieur, dqz sur dz. Voilà ce qu'on aurait eu, plus q, bien sûr. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu également le flux entrant dans la direction y,
vous aurez eu Q de Y qui rentre en Y et qui va sortir en Y plus dy. Hein, donc à ce moment-là, vous aurez un petit volume dV comme ceci, tridimensionnel. J'écris le volume entre deux plans X et X plus dx. Donc vous aurez X, X plus dx, Y, Y plus dy, Z, Z plus dz. Donc dans la direction X, flux entrant, flux sortant. Dans la direction Y, flux entrant, flux sortant. Dans la direction Z, flux entrant, flux sortant. Donc il rentre en Z, il sort en Z plus dz. Le X, il rentre en X, il sort en X plus dy, le troisième, en Y, X, il sort en X plus dx, etc. Donc vous aurez eu moins dqx sur dx pour l'autre, le deuxième. Vous aurez eu moins dqy sur dy, et le troisième, etc. Et donc vous aurez eu finalement, vous n'aurez pas eu un S, attention, vous n'aurez pas eu un S. Parce que quand vous le flux de chaleur qui se dirige dans la direction X, il rentre en X, il traverse quelle surface? Il va traverser cette surface, c'est-à-dire dz dy. Donc à la place de S, que j'aurai eu dz dy. Quand on dérive, vous aurez dx, donc vous aurez dx, dy, dz, qui est le volume dv. Vous n'aurez pas de S, donc vous aurez eu dx, dy, dz. Et donc vous aurez eu le dv, et le dv va se simplifier comme c'est le cas ici, dans un problème unidirectionnel. Donc ce que vous avez ici en parenthèse, c'est tout simplement divergence du vecteur. Donc vous aurez Cp dt sur dt, un problème général, moins divergence de Q plus Q. Et si on applique la loi de Fourier, divergence de Q. Q c'est quoi? C'est moins lambda, c'est le vecteur ici, moins lambda grade de T, plus Q. Eh bien, moins ça fait plus. Si on considère que lambda est constant, divergence de gradient, ça nous donne le Laplace. Et le Laplace peut s'écrire aussi comme ceci. Delta. Voilà donc un problème de 3 dimensions. Là, c'est un problème avec une seule direction, une seule dimension. Donc ça nous permet donc de résoudre ensuite un problème comme ceci, mais en régime stationnaire, parce que deux variables c'est compliqué pour vous pour l'instant. On va juste avoir un problème stationnaire, mais avec une source interne. Donc ce sera un exercice 2. Je ne sais pas si j'ai un exercice 2 ici quelque part. Oui, je l'ai. Donc on va résoudre l'exercice. En attendant, j'espère de le faire. Exercice 2. Donc je ne vais pas écrire le dossier complètement. Donc je vais écrire mur plan, épaisseur L, section, surface S, conductivité lambda, conductivité thermique bien entendu lambda, et qu'est-ce qu'on a été manqué? Il va nous manquer la source. Voilà, une source interne. On a une source interne. Donc elle fournit de la chaleur. La source interne de densité volumique de flux, de densité volumique de flux, Q point. Et cette densité volumique, on va considérer toujours uniforme. Ça veut dire qu'il est indépendant de l'espace. C'est-à-dire partout où vous êtes, vous avez la même valeur de Q point à l'intérieur de votre système solaire. Donc, là, je vais corser un petit peu le problème. Je vais considérer les températures aux deux extrémités du mur identiques. Si, donc, si, donc le régime
les températures. Donc c'est l'origine de l'expression-là. Les températures pour deux extrémités. Deux extrémités du mur sont égales, identiques. Donc ça va être, je vais dire, égal à, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Je vais mettre T0. Température T0. Donc c'est tout ça. Eh bien, trouver le profil de température, c'est-à-dire trouver T de X. Deuxième question, calculer les flux de chaleur, ou bien le flux de chaleur qui sort par la surface de droite. Calculer le flux de chaleur qui sort par la surface de droite. Donc là on précise pourquoi, parce que vous allez avoir un flux forcément qui ne sera pas constant, parce qu'il y a une condition qui n'est pas satisfaite pour avoir un flux constant, et cette condition c'est la présence de la source. Donc on fait toujours, quand vous avez à utiliser des axes, ou bien des conditions limites, vous êtes forcé de tracer, de faire un schéma de votre système. Avec l'axe, il faut qu'il soit visible. Et toutes les indications nécessaires sur les schémas pour vous aider, pour aider le correcteur à corriger aussi. Donc, voilà, donc c'est notre mur blanc, comme ceci. L'axe ici. On a un problème avec une seule direction. Donc l'épaisseur L, on met une des extrémités située en 0. La deuxième extrémité du mur, elle est située en X égale à L. Donc la surface S, bien sûr, la surface S, elle est de ce côté, elle est également de l'autre côté. Donc, on a considéré, on a fait exprès de considérer que, ici on a une température T0, ici on a une température T0 qui sont identiques. Certains étudiants vont être étonnés. Ils vont nous dire, puisque c'est la même température, il n'y a pas de gradient de température, et donc il n'y a pas de flux de chaleur possible. Il ne faut pas oublier qu'il y a une source interne de chaleur. Et cette source interne de chaleur, elle va chauffer le mur qui va avoir forcément une température supérieure à T0. Et donc, forcément, il y a une courbe de température, donc il y a des gradients de température à l'intérieur du mur, et forcément donc de la chaleur qui se propage. Et bien sûr, on devine que la chaleur va sortir par les deux extrémités. Donc, dans cette surface, elle sort dans le sens positif, et par là, elle va sortir dans le sens négatif. Donc, on a un flux de chaleur, une source de chaleur, Q point, qui est présent partout dans ce Q. D'accord? Donc, on va avoir forcément un flux de chaleur. Bon. Donc, pour résoudre ce problème, comme je vous l'ai dit, si le flux n'est pas constant, on n'utilise pas la loi de Fourier parce qu'elle ne va servir à rien, elle ne peut pas régler le problème. Donc on utilise l'équation de la convection. Donc on utilise l'équation générale, j'ai oublié de donner son nom tout à l'heure, donc le rho Cp dt sur dt égale lambda racine de t plus q point. Ça c'est l'équation générale de la convection. Donc, quand vous aurez à traiter un problème avec un fluide, vous aurez d'autres termes qui apparaissent. Les d'autres termes, le devine, c'est quoi? C'est la puissance des forces extérieures. Et la puissance des forces extérieures, vous aurez forcément les forces de pression, principalement, et les forces de frottement, qui vont chauffer le fluide. Donc, on utilise l'équation de la conduction. Donc, si on élimine la source, vous aurez ce problème-là. Et cette équation, c'est ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Les mathématiciens aiment bien cette équation de la chaleur parce qu'elle sert de modèle
pour résoudre des équations dérivées partielles. Donc ça sera en haut Cp dt sur dt qui est égal à lambda. Le Laplacien, c'est quoi le Laplacien de t? C'est la somme des trois dérivées secondes par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Comme on a une seule direction, donc ça va être une seule dérivée.